qui m'a motivé, ça a été de sécuriser mon avenir, de mettre un maximum d'argent de côté étant jeune, pouvoir investir, derrière avoir des revenus passifs. J'ai atteint la barre des 100 000 € en septembre, donc au bout de 9 mois. J'ai fait les 10 000 du coup le premier mois. J'ai réussi à gagner entre 3 000 et 4 000 € par mois. J'ai fait 10K au bout des 5 premiers mois. Le mois dernier, j'ai fait les 5 000. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à 25 000. J'ai quand même fait un CA de 30 000. Le premier mois où je me suis lancée, j'ai fait 8 000 €. Si vous avez des questions, des problématiques dans votre business, vous avez sûrement des objectifs pour l'année 2025, vous n'êtes pas encore super clair sur les next steps, c'est le moment de poser vos questions et je ferai de mon mieux pour vous aider. Je voulais savoir s'il y avait un bon moment ou pas pour déléguer. Quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment pour commencer à déléguer quoi? Alors, c'est le bon moment pour commencer à déléguer quand déjà tu commences à avoir des revenus qui sont réguliers et surtout que toi, tu maîtrises les compétences que tu souhaites déléguer. Parce que tu ne pourras pas avoir la capacité de manager correctement quelqu'un si tu ne sais pas faire la différence entre un travail bien effectué et un travail mal effectué. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait au début quand j'ai essayé de déléguer le setting. C'est tellement inconfortable le setting qu'on a envie de s'en débarrasser et de le jeter à quelqu'un pour qu'il s'en occupe. Mais en fait, c'est pas le bon réflexe. Il faut d'abord prendre le temps de s'approprier la compétence à 100%, pareil pour le closing, et derrière construire un process où tu montres comment est-ce que tu fais toi, quel est ton script, tu montres des exemples de conversation, toi qui travailles en live, et derrière tu peux déléguer ça d'une manière efficace. Et deuxième chose, est-ce que tu penses qu'il faut que je commence à déléguer avec de l'IA, donc des messages automatiques, ou un setter physique en premier? Je pense que l'IA ce sera plus pertinent dans le sens où ça te coûtera moins cher et ce sera beaucoup plus scalable parce qu'en fait le problème des setters humains c'est que tu sais pas si concrètement ils contactent les leads dès qu'ils opt-in, tu sais pas s'ils vont faire toutes leurs relances. Donc tu as toujours un manque à gagner et en plus de ça, moi de mon expérience, ils respectent pas toujours les process qu'on leur donne. Donc ils vont refaire le script à leur sauce, mais des fois c'est un peu bizarre. Donc le mieux c'est vraiment une IA, c'est juste un prompt en fait qu'il faut modifier et les résultats sont beaucoup plus prévisibles. Moi je suis Lily de Méthode Anonyme. J'ai commencé mon business en janvier, enfin du coup ça fait déjà 1 an, janvier 2024. J'ai commencé par un compte Faceless du coup, où je me montrais pas. Et justement grâce à ça j'ai réussi à générer pas mal de revenus. Et du coup, j'ai pris l'accompagnement d'Antoine en août, justement pour faire scaler mon business et voir aussi ce qui se passe un peu dans le monde du digital, dans le monde de l'entrepreneuriat. Du coup, grâce à ça, j'ai aussi créé un autre compte Instagram où je me montre cette fois-ci, parce que du coup, mon but, c'est d'aider les autres personnes à se lancer aussi sur Instagram sans forcément montrer leur visage. Et donc, voilà un peu ce que je fais. Le setting IA, du coup, tu as donné le prompt avec toutes les objections possibles en amont. Ça fait pas peur au début d'aller là-dedans? Alors ouais, en fait, l'équipe d'Orsay t'aide vraiment à prompter ton IA pour qu'elle soit adaptée à ton offre et que l'IA soit justement entraînée sur des scripts types que tu as déjà. Donc ça fait pas peur, enfin c'est de la nouveauté, donc forcément ça fait peur, mais quand tu vois les résultats derrière, t'es assez rapidement convaincu. On a toujours un moyen de superviser les conversations. Il y a une plateforme sur laquelle on peut voir les réponses de l'IA en temps réel. Donc ça permet vraiment d'adapter s'il y a besoin les prompts, etc. au cours du temps. Donc c'est vraiment des tests qu'il faut faire et je pense que toutes les nouveautés font peur au départ, mais il faut juste s'accrocher et derrière on voit que ça fonctionne. Sur le setting IA, ça m'intéresserait de savoir quel outil utiliser, parce que j'ai essayé AutoJDM et ça n'a pas marché du coup curieux. Quel outil tu conseilles? Orsay, pour l'instant, c'est la meilleure solution moi que j'ai utilisée. Ils sont pour l'instant très focalisés sur le canal WhatsApp. Ils sont en train de développer Instagram. J'avais testé AutoJDM aussi et honnêtement, c'est difficile de trouver des gens qui sont vraiment compétents. Mais Orsay, c'est écrit ORSAY.ai. Pour l'instant, ils sont en full capacity. Il y a tellement de gens qui sont satisfaits en fait qu'ils font de l'hypercroissance. Mais d'ici quelques semaines, il y aura une update qui sera faite sur le produit et qui permettra d'accueillir beaucoup plus de gens et d'avoir une IA beaucoup plus performante. Donc voilà, je vous le recommande. Moi j'appelle Pierre et en fait je voulais complètement me libérer en fait du salariat, complètement me lancer dans mon activité. J'ai tout quitté, j'ai quitté la ville, j'ai quitté Paris, j'ai quitté ma copine, j'ai tout quitté. Je me suis installé dans une tiny house en plein milieu des bois. Vraiment, maintenant j'étais entouré d'écureuils, entouré de chèvres, entouré de vaches. Le but c'était vraiment de pouvoir lancer mon activité, de pouvoir me développer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro parce que je connaissais pas grand chose. Et je me suis dit, peu importe ce qui va m'arriver, mais en tout cas, je vais réussir. Je lâcherai jamais. Et c'est à partir de là que ça a commencé. J'ai une question un peu plus généraliste du coup.
Moi j'ai un problème que d'autres personnes ont, c'est que je m'attarde trop sur des détails et ça me permet pas d'aller à la vitesse avec laquelle je veux. Je sais que toi t'es super efficace dans ce que tu fais parce que tu te focalises que sur les choses importantes. Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là pour au final monétiser au mieux la valeur que toi tu as? Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'applique à mon business, c'est la théorie des contraintes. C'est-à-dire que j'essaye, peut-être si vous regardez mes build-in publics, vous l'avez vu, j'essaye d'identifier le point le plus bloquant qui empêche mon business de continuer de se développer. Et lorsque j'ai ce point-là, cette problématique qui est clairement identifiée, qui est clairement écrite, je vais réfléchir à toute une liste de solutions que je pourrais mettre en place. Et ces solutions, je vais les prioriser. Je vais voir lesquelles pourraient avoir le plus gros impact et lesquelles pourraient être mises en place le plus rapidement et simplement possible. Donc en fait, je vais noter mes solutions en fonction de ces deux critères, l'impact et la rapidité de mise en place, d'une note de 1 à 5. Et à la fin, chaque solution aura une note et je vais mettre en place, en priorité, celle qui a la meilleure note. Et en fait, je me concentre uniquement sur cette solution parce que ça sert à rien de résoudre trop de problématiques en même temps. Il faut vraiment essayer d'identifier la bonne et derrière de mettre en place une solution le plus rapidement possible. Et ça m'arrive de me tromper et parfois mon hypothèse d'impact sur la solution que je mets en place, ça s'avère que voilà, ça fonctionne pas aussi bien que j'avais imaginé, donc je passe à la deuxième. Et en fait, c'est en itérant comme ça au fur et à mesure du temps que on arrive à trouver des trucs qui fonctionnent. Partager précisément la dernière fois où tu as eu besoin de faire cet exercice? Alors moi je me réfère beaucoup aux data que je récolte de mon business et aux KPI, et en l'occurrence ce qu'on a identifié comme problématique sur les derniers mois, c'est qu'on a une baisse du nombre de leads. Donc une baisse du nombre de leads, elle peut avoir plusieurs origines en termes de problématiques. Soit on fait moins de vues sur nos contenus organiques, soit nos coûts par lead ont fortement augmenté sur le trafic payant, soit notre page opt-in qu'on a convertit beaucoup moins bien. C'est les trois grosses hypothèses qu'on peut formuler. Du coup, à partir de là, on a commencé immédiatement à mettre en place une solution sur l'opt-in en faisant des split tests de manière hebdomadaire. Donc en testant une page A et une page B pour voir laquelle convertit mieux. Et on itère chaque semaine sur ça parce que c'était la solution qu'on pouvait mettre en place immédiatement. Sur notre stratégie de contenu, ce qu'on a fait avec Lucas, c'est qu'on a repris les datas qu'on avait sur nos meilleures vidéos, nos meilleurs contenus, et on a tout simplement établi notre stratégie à partir de ce qui avait déjà bien fonctionné. Et toutes les prochaines idées de vidéos, elles ont été calquées sur ce qu'on avait identifié. C'est pour ça que là, sur ma stratégie, je fais beaucoup plus d'interviews avec mes clients, de choses comme ça. Parce qu'en fait, je parle beaucoup de moi dans mes build-in publics, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est eux résoudre leurs problèmes. Donc ça, on l'a identifié, on a pu adapter notre stratégie avec ça. Et sur les ads, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on fait beaucoup plus de créatives, parce qu'en fait, on testait pas assez de hook, on testait pas assez de choses comme ça. Donc récemment, je me suis mis en Père Noël, je faisais des roulades dans ma résidence, peut-être que vous m'avez vu passer. Et ça m'a permis, tout ça, de faire plus de leads, de diminuer mon coût par lead sur le trafic payant et donc de lever la contrainte de mon business qui m'empêchait de passer au stade supérieur. Je m'appelle Floris, j'ai 28 ans, je suis dans la niche de la musique. Alors, en termes de chiffre d'affaires, à savoir que j'ai rejoint l'accompagnement en mars, ça fait quand même 3 mois que j'ai vraiment ralenti l'acquisition parce que j'étais vraiment sur la structuration. J'ai quand même fait un CA de 30 000, mais j'ai quand même débloqué une vision assez précise de ce que je veux. C'est pour ça que je suis vraiment sur la partie structuration. Donc, même si mon offre pour le moment, je l'ai pas exploitée à 100%, j'ai déjà une équipe de 5 personnes, je suis déjà passé au recrutement avec des experts dans chaque domaine en fait, donc direction artistique, bien-être, ça fait partie de mon offre, stratégie musicale, stratégie réseaux sociaux. Donc là, il y a toute l'équipe qui est prête, j'ai agrandi aussi la sales team et donc sur janvier, on va pouvoir démarrer un... Moi j'arrive à faire du chiffre mais que via la prospection à froid, c'est-à-dire des gens qui ne me connaissent pas du tout et qui n'ont même pas interagi avec mon contenu, mais je pense que ça serait bien de me baser sur la prospection à chaud comme tu as dit et comme ton frère aussi a dit. À quel point je peux laisser tomber la prospection à froid pour le show et comment faire la transition aussi? Moi, je te recommande de ne pas le laisser tomber justement. Il faut vraiment voir tous nos business comme un ensemble de process qui créent des systèmes et ces systèmes qui, imbriqués les uns avec les autres, te permettent d'obtenir les résultats que tu as eu. Donc en l'occurrence, tu as un système dans ton business qui est la prospection à froid. Il y a une certaine quantité d'actions que tu fais quotidiennement et qui te permettent d'obtenir un résultat. Si tu arrêtes ces actions-là, les résultats que tu obtiendras seront plus les mêmes. Donc il faut que tu trouves une solution, sûrement en déléguant. Moi, si j'étais toi, c'est ce que je ferais. J'essaierais de déléguer ce système à quelqu'un d'autre si aujourd'hui tu as envie de mettre ton focus sur autre chose. Et derrière, toi, peut-être mettre plus d'efforts sur la création de contenu. Mais pas laisser tomber un truc pour en faire un autre. Les amis,
juste une petite vidéo pour vous dire que si vous aussi vous voulez vous lancer dans le coaching en ligne en 2025, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est la meilleure opportunité pour générer un complément de revenu dans un premier temps en parallèle de votre job et dans un second temps remplacer votre salaire. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez devenir libre financièrement, temporellement et géographiquement, cliquez sur le premier lien. Dans cette vidéo, je vous explique tout en détail. Moi j'avais une question par rapport aux ads. Est-ce que tu vois une différence entre les vidéos et les formats statiques où tu fais que des vidéos ou tu testes les deux? Alors je teste les deux, je peux vous montrer je pense ma bibliothèque publicitaire Facebook. On a un nouveau BM depuis tout récemment, mais normalement on peut voir. Donc si vous connaissez pas cet outil, c'est hyper intéressant pour lancer des ads. Ça vous permet de rechercher en fait vos concurrents et de copier en fait un petit peu ce qui fonctionne chez eux. Donc là je vais mettre par exemple Antoine Blanco. Et là donc vous voyez les derniers ads qu'on a sortis où j'étais en Père Noël, c'était celle-là par exemple. Et c'était surtout des formats vidéo pour répondre à ta question. Donc là c'est Lucas. Père Noël qui va t'offrir la vie dont tu rêves. On a testé en fait plein de hooks. Oh, le Père Noël! Eh oui mon petit. Alors qu'est-ce que tu veux pour Noël? Bah moi j'aimerais tellement pouvoir emmener ma copine en voyage. C'est possible mais il va falloir changer des choses. Bon, on arrête les conneries. Si tu crois que c'est Père Noël qui va t'offrir la vie dont tu rêves, bah laisse-moi te dire que t'as tout faux mon pote. Oh les gars, je crois que j'ai vu le Père Noël. Excusez-moi, vous êtes le Père Noël? Lui-même oui. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, mon petit? Je voudrais sortir du salariat. Sortir du salariat? Non mais moi je fais des miracles de Noël, pas des trucs qu'on peut débloquer avec du courage et du travail. Donc en fait, on teste plein de hooks différents sur des mêmes corps d'ads et on analyse en fait avec des stats ce qui nous permet d'avoir le coût par leads le plus bas. Le hook, il est bien fait lorsque les gens s'arrêtent de scroller. Donc on a fait beaucoup de recherches pour voir quels étaient les meilleurs hooks sur le marché et on est tombé sur un compte Leclerc. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur Instagram. Ouais, Leclerc Pont-l'Abbé. On s'est vachement inspiré de leurs hooks parce qu'ils sont super amusants. Donc par exemple celui-là on l'a repris de leur compte. Cette année pour Noël, je t'offre un coaching gratuit. Si tu veux changer de job, découvrir un nouveau métier qui te permettra de transformer ta passion en profit. Donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est toujours de casser les gens dans leur dynamique de scrolling, d'avoir leur attention et derrière, de leur apporter de la valeur avec un truc gratuit. Donc en l'occurrence, moi, ça redirige vers ma page opt-in. Quand je vous parlais des speed tests tout à l'heure, Foudia, c'est cette page-là qu'on speed test. Donc on a speed testé énormément de titres différents et on s'est rendu compte que celui-ci, c'était celui qui convertissait le mieux. Et chaque semaine, on fait un nouveau speed test avec un nouveau titre ou une nouvelle image, un nouveau format de page. Faut savoir qu'avant, sous cette page, j'avais énormément de contenu aussi qui me présentait, etc. On l'a speed testé avec une version où il n'y avait rien en dessous, celle-ci. Et on s'est rendu compte que ça convertissait mieux. Donc, parfois, c'est de petits ajustements qui ont l'air de rien, qui font la différence et qui permettent au business de continuer de se développer. Je confirme que de promettre quelque chose qui est réalisable, qui est faire un complément de revenu, tout en continuant à rester salarié, tout ça, ça vraiment... c'est un game changer pour moi aussi. Ouais, parce qu'en fait, ça permet de se détacher de tous les vendeurs de rêves qu'on peut voir sur Internet qui roulent en Lamborghini et qui promettent de gagner 10K par mois en appuyant sur 2 touches sur son clavier. Complément de revenu, ça parle aux gens. Ils se disent c'est atteignable, c'est possible, je peux le faire. Et donc, ça permet d'attirer l'attention de beaucoup plus de personnes. Donc moi, c'est Théo Ducosduc, 23 ans. Je viens du sud-ouest et du coup, j'ai un business en ligne dans le fitness. Le mois dernier, j'ai fait les 5000, donc AT1 validé et donc trop content. Moi, c'est du coaching one-to-one, suivi sur 3 mois avec de la nutrition, de l'entraînement, mais surtout le cœur du truc, c'est un suivi où on s'appelle du coup toutes les semaines pour vraiment être au plus proche de la personne et pouvoir réaliser des ajustements justement tout au long des 3 mois, quoi. Et juste, j'avais une deuxième question. Ouais. Quelle métrique tu regardes le plus dans les ads? Le CPM, le CPL? Le CPL, après je regarde aussi, donc le CPL c'est le coût par lead, c'est combien est-ce que j'ai investi en publicité pour que quelqu'un rentre ses informations sur cette page. Je regarde aussi le coût par call, combien ça me coûte d'investir pour obtenir un appel sur mon calendrier, et le coût par vente, donc coût par acquisition, pour voir combien est-ce que ça me coûte pour effectuer une vente sur ce programme et donc la profitabilité que j'ai derrière. Là, en ce moment, je peux vous partager les datas qu'on a parce que je le fais déjà dans mes buildings publics. Sur les ads, je crois qu'on est à un coût par vente de l'ordre de 700 € pour une offre qui est à plus de 3000 €. Donc, on est très rentable. Là, par exemple, sur le funnel A Facebook Ads, on est à un coût par lead de 4,60 € sur le mois, ce qui est correct, mais qui pourrait être amélioré. J'ai pour objectif de passer sous les 3 €. On a un coût par appel à 276 €. Donc, ça nous coûte d'investir 276 € en publicité pour avoir un appel sur mon agenda, sur un programme à 3000 €. Si je convertis derrière
à 30% sur mes appels, je suis très largement rentable. Et en l'occurrence, là, c'est le cas, on convertit à peu près à 30%, puisque le coût par vente est à 765 €. Si je vous montre ça, c'est aussi pour vous parler de l'importance d'avoir de la clarté sur ces chiffres quand on cherche à scaler son business. Aujourd'hui, vous avez tous réussi à trouver votre product market fit. Vous avez une offre que vous arrivez à vendre avec plus ou moins de régularité à un marché cible. Et si vous voulez aller encore plus loin, il faut que vous ayez de la visibilité sur tout ce qui se passe pour pouvoir établir des liens entre les causes et les conséquences que vous obtenez. Ça revient à ce que disait Robin tout à l'heure. C'est vraiment important de trouver qu'est-ce qui va vous permettre de vous développer, pourquoi est-ce que vous ne vous développez pas encore et quelles sont les solutions à mettre en place. Je voulais juste savoir par rapport à quand tu fais du test par rapport à la publicité, est-ce que tu commences par tester des créatives à, par exemple à 10 €, 20 € la journée, après quand ça commence à ramener du lead, c'est là où tu vas mettre un peu le paquet, ou dès le départ en fait, parce que là on a vu que tu as pas mal de créatives que tu as créées, du coup comment tu fais, est-ce que tu testes au début et après tu scales ou Alors en fait, j'ai recruté du coup une équipe de media buying qui s'occupe de ça. En l'occurrence, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils testent par lot. Donc pour 5 créatives, ils vont créer un ensemble de publicités sur le business manager. Et derrière, pour chaque lot, ils vont étudier le coût par lead qu'on a, etc. Je crois qu'ils spendent de manière équivalente, nouvelles ads ou pas, ils spendent la même chose tout le temps. Donc voilà, tout est réparti, nouvelles pubs ou anciennes. En fait, on en fait tellement que ça lisse et dès qu'on voit qu'une pub a un CPL trop cher, on la désactive, on la cut au bout de 2-3 jours et on met le budget sur celle qui fonctionne. Ouais, alors j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que tu exploites aussi Google Ads ou tu n'utilises pas du tout Google Ads? J'utilise Google Ads aussi. J'ai fait quelques ventes avec, mais j'avoue que c'est la source de trafic la plus compliquée. Je crois qu'on a un coût par lead là qui a monté encore. Donc là, c'est le fichier Google Ads. En l'occurrence, tu vois, le coût par lead est à 7,89 €. Coût par call à 745 €. Tu vois, on a un ROAS de 1,80. Mais c'est la plateforme sur laquelle, pour l'instant, j'ai du mal à craquer le truc. Moi, je m'appelle Vincent Lejeune, du coup j'ai 21 ans. Je me suis lancé dans le business en ligne du coup en général il y a 5 ans. Et de base j'étais en hôtellerie de restauration, on fait des heures de fou là, dans ce domaine-là. Donc j'ai vraiment toujours eu ce truc de faire des heures. Et à un moment donné j'en ai eu marre. Donc j'ai tout plaqué, je suis rentré chez moi, je me suis dit ok il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça que j'ai trouvé on va dire, la filière de l'investissement en général. Je me suis renseigné etc, j'ai commencé à tester. Et à un moment donné j'ai fait un test de laisser 10 € sur un compte etc. En fait je testais si je pouvais les récupérer etc. Et à un moment donné, je les ai laissés 24 heures tourner comme ça. Et en me reconnectant le lendemain, j'avais fait 500 € par chance totalement. Mais j'ai compris qu'il y avait un truc à faire quoi. Donc là, j'ai un peu creusé le truc et j'ai continué vraiment à faire ça. Et là, sur 5 ans, j'ai développé du coup une expertise à ce niveau-là. Je me suis plus spécialisé du coup vraiment dans le trading pur, pas dans l'investissement du coup. Pareil avec mon expérience etc. Beaucoup d'échecs forcément, mais ça aide justement à avoir l'expérience. Il y a peu, j'ai du coup aidé des proches en fait de manière totalement gratuite comme ça. Ils m'ont tout simplement donné l'idée de me lancer là-dedans. Et du coup, j'ai créé mon offre, etc. avec l'accompagnement. Donc j'ai rejoint en août. J'ai commencé sérieusement en septembre. Septembre, j'ai fait toute la création. J'ai passé 900 heures. J'ai fait du storytelling sur mon compte pour en parler justement. Donc j'ai pas arrêté ce moment-là. Je suis pas sorti. Et du coup, j'ai lancé mon offre publiquement, on va dire 1er octobre. Et du coup, je finis. Je m'étais donné comme objectif d'atteindre les 10 000 € du coup sur 3 mois. Et en fait, j'ai fait les 10 000 du coup le premier mois. Je me suis dit ok bon là, il y a encore un autre truc à faire. Donc du coup, j'ai continué là-dedans avec tout ce que j'ai fait, etc. Ça m'a donné une mini visibilité parce que j'ai pas de réseau qui tournerait du tout. Et du bouche à oreille, en fait, j'ai eu des personnes qui ont commencé à venir. Je viens de tel, etc. Et ça a commencé à me faire des clients de bouche à oreille, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai eu des revenus jusque février-mars. Donc je suis tranquille jusque là. Je me suis donné l'objectif du coup d'atteindre les 100 000 €. Donc bon, j'ai pas réussi parce que bah, voilà, j'ai eu des problématiques. Mais par contre, 2025, je suis persuadé que ça va le faire. Donc voilà. Et l'autre question, c'est parce que moi, je trouve ça très bien ces tableaux-là. J'essaie de les faire aussi. Ouais. Mais ça prend un temps fou justement de transférer les données. Le soir, tu le transfères. Et c'est vrai que ça fait un gros travail. Comment ça, tu l'organises? Comment toi, tu le fais pour justement être capable de... Alors, sur toute la première partie de cette année, j'avais un étudiant en fait, qu'on a formé avec des process. Pourquoi est-ce que j'ai pris un étudiant? Parce que forcément, c'est moins cher que quelqu'un qui a déjà un job. Donc, en parallèle de ces études, je crois que je le payais 200-300 € par mois juste pour qu'il rentre des données dans un tableau. Donc, c'est comme ça que déjà, j'avais réussi à mettre ça en place. Et là, on a travaillé ces derniers mois sur une base de données qui automatiquement va récolter les données à partir de Facebook, des réseaux sociaux, etc., qui
qui les importera dans des Google Sheets pour qu'on puisse derrière faire des interprétations. Donc c'est toujours en construction, c'est pas finalisé, mais on essaie de l'automatiser aussi. On a recruté des consultants pour le mettre en place. Parce que je pose la question, parce qu'en fait, moi j'ai aussi cherché à déléguer cette partie-là à quelqu'un, justement le fait de pouvoir remettre sur un tableau les informations. Et en fait, ça me demande moi déjà de lui transmettre cette information pour après que lui il prenne en note, mais du coup ça fait aussi moi du travail dans le sens où je dois faire mes captures écran, les basculer soit sur un groupe WhatsApp, soit quelque part, pour qu'après lui il la récolte, que je vérifie son travail. Il faut que tu l'ajoutes sur les différents logiciels que tu utilises. Tu as souvent des fonctionnalités équipe où tu peux lui envoyer, en fait rentrer son email et le mec derrière a accès en fonction des niveaux que tu lui donnes, il a accès à différentes informations. Ouais. Et donc, t'as pas besoin de donner ton mot de passe au mec pour qu'il voie les informations à ta place, tu vois. D'accord. Tu peux l'ajouter en équipe. Je voulais savoir, toi, tu trouves ça plus intéressant de faire des cours de 10 minutes, puis après de passer en 45 minutes, ou direct de passer directement en 45 minutes? Alors, c'est vraiment dépendant des marchés. Je peux pas faire une réponse toute faite parce que selon l'offre que vous avez, par exemple Valentin, si je lui donnais le conseil de faire un call, ce serait un non-sens. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, c'est vous de faire la différence entre lorsque je fais 2 calls et lorsque je fais un call et de regarder en termes de data qu'est-ce qui convertit le mieux entre les appels qui sont réservés et les appels qui sont closés au final. Faut vraiment, tu vois, prendre je pense 2 semaines pour regarder avec 2 calls combien tu as de conversions et les 2 autres semaines tu testes avec un call et à partir de là tu es fixé, tu sais ce qui marche le mieux et tu prends la décision. Je m'appelle David, je suis coach pour les hommes de plus de 40 ans. Je les aide à refaire leur vie sur le plan sentimental naturellement et sans jouer un rôle. J'ai commencé à faire du chiffre en avril 2024, donc jusqu'à aujourd'hui je suis à 25 000. Donc j'ai une offre d'accompagnement sur 3 mois, 90 jours, je suis en one-to-one pour l'instant, donc je suis vraiment sur le format du début pour ensuite j'espère scaler l'histoire. Je suis en train un peu d'hybrider le truc pour mettre en place des ateliers collectifs, pour aussi profiter d'un effet communautaire. Mais ça se met en place tout doucement là. Je suis plutôt en train de vraiment de bosser sur ma stratégie de contenu, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus solide à ce niveau-là, avoir des gens beaucoup plus qualifiés. Tu utilises un outil particulier pour traquer un peu Alors avec Google Sheet, tu peux le faire, ça marche très bien. Tu vois, tu mets des colonnes pour les appels réservés, par exemple, que tu as sur les 10 minutes. Donc tu as une première colonne comme ça, une deuxième colonne avec les appels qui sont transférés au closer, derrière une troisième colonne avec le nombre de ventes, et tu calcules les conversions automatiquement avec des formules Google Sheet pour voir concrètement qu'est-ce qui convertit le mieux. Au niveau de ta productivité, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour maximiser tes chances par rapport à tes résultats, les objectifs que tu te fixes? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour maximiser ta productivité, pour atteindre tes objectifs? C'est une bonne question. J'ai lu beaucoup de livres sur la productivité. Il y en a un notamment qui m'a beaucoup marqué et qui est très court, donc je vous recommande de le lire. Il s'appelle Eat the Frog, donc manger le crapaud, je crois que c'est en français. Le conseil principal du livre, il est extrêmement simple, c'est commence toujours tes journées par la tâche la plus importante. Et donc c'est un concept que j'applique tous les jours sauf le dimanche où je me repose. Mais chaque début de journée, c'est là où je suis le plus efficace, c'est là où mon cerveau est prêt à créer, à construire. Je fais la tâche qui souvent est le plus difficile et qui me ferait beaucoup procrastiner si je la faisais en fin de journée. Je la fais et je considère cette journée réussie à partir du moment où elle est terminée. Donc je fais ça tous les jours, j'identifie la chose la plus importante, pas de distraction, mon téléphone dans une autre pièce et je me concentre sur cette tâche. Après ces 3 à 4 heures, je vais faire 1 heure de sport pour complètement décompresser et me régénérer le cerveau. Et puis l'après-midi, après j'enchaîne plus des tâches qui sont plus légères, moins importantes, des appels et c'est sur des créneaux beaucoup plus courts. Le matin, je peux faire une tâche très longue qui va me prendre 3 heures, mais l'après-midi, ça va être des tâches de 20, 30 minutes, 1 heure maximum. Je m'appelle Diego, je suis brésilien, donc je viens du Brésil, je suis arrivé en France en 2020. Voilà, je voulais fêter ma fête d'anniversaire et du coup il a eu le Covid et j'ai dû rester bloqué. Et du coup je suis resté sans papier pendant 3 ans et là j'ai réussi à me régulariser en France. Dès que j'ai reçu mon titre de séjour, ma résidence ici, la première chose que j'ai fait c'est de créer mon entreprise. Je me suis donné 3 mois pour réussir. Je n'ai pas réussi, j'ai tout de suite donné toute mon épargne pour faire la formation. J'ai dit à ma femme, si j'arrive pas, je suis en merde, je peux arrêter. Et du coup, dans la 2e semaine de formation, j'ai réussi à closer quelqu'un à 1 500 €. Tu utilises aussi des outils en termes de productivité, Notion ou autres, au quotidien?
Ouais, j'utilise Notion. L'outil que j'ai découvert récemment et qui est vraiment pas mal, c'est Motion, M-O-T-I-O-N. C'est en fait un calendrier qui est boosté par l'IA et je vais vous le montrer. En gros, assez simplement, ça vous permet automatiquement de planifier vos tâches dans vos agendas. Donc là, il n'y a aucune tâche, il y a juste des événements, c'est relié à mon agenda Google. Mais si on va là dans Workspace, j'ai pas mal de projets avec des tâches qui sont associées à ces projets. Par exemple, pour faire les 5 shorts, j'ai la pré-production, le script, l'outline, trouver les 5 idées. Tout ça, c'est des tâches. Et si je les schedule automatiquement, l'IA, en fonction de la deadline, en fonction de l'importance, etc., va me les planifier dans mon calendrier. Ce qui fait que en fait mon calendrier est géré en fonction de mes priorités et j'ai pas à me poser la question quel projet est plus important. Juste j'établis mes priorités et l'IA gère mon temps. Oui, c'était juste pour réagir à la question par rapport à l'automatisation du Google Sheet. Moi j'ai utilisé Make sur Google Sheet et c'est une dinguerie et je vous invite à faire ça. Make c'est hyper chiant au début, on se dit putain qu'est-ce que c'est, ça me rappelle les cours de maths du lycée. Et après, une fois qu'on rentre dedans, c'est vraiment excellent. Perso, j'ai automatisé les réponses aux commentaires Instagram plus YouTube. Ça, c'est quand même pas mal, ça fait gagner du temps. Et après, le Google Sheet, j'ai toutes les données des pubs qui arrivent directement dessus, tous les leads qui sont classés, tous les nouveaux appels automatiquement. Et ça fait gagner en fait chaque jour pas mal de temps. Et mes KPI, globalement, ils sont quasiment tous automatiques. Et ça se fait petit à petit et c'est assez rapide et en fait ça permet de pas avoir quelqu'un qui gère tout ça et qui peut faire des erreurs. C'est top. C'est quoi les data que tu traques? Sur mes pubs, je traque du coup le nombre de leads que je vais avoir par jour. Je vais traquer après le coût par clic, le coût par lead et je me contente de ça sur le tracking automatique. Okay. Et après sur mes appels sur mon Google Sheet, du coup ça va me mettre automatiquement mon coût par appel en fonction de du budget dépensé. Le seul souci, c'est que avec les appels organiques, c'est compliqué à différencier, mais il y a moyen encore d'améliorer ça pour avoir vraiment un tracking automatique de chaque donnée. Ok. Ce serait intéressant si tu as la possibilité de faire un Loom pour essayer de standardiser le process que tu as mis en place, les automatisations sur Make, que tu le publies sur Skool pour essayer aussi, tu vois, d'aider les gens autour. L'idée, c'est vraiment qu'on soit une communauté et que si tu as de la valeur à apporter aux autres, que tu puisses leur montrer comment est-ce que tu as mis en place les choses. Après, si ça te prend du temps, etc., de le faire et qu'il y a vraiment besoin de le faire individuellement, pourquoi pas, tu vois, avoir une offre qui serait liée à l'automatisation. Mais ouais, la volonté qu'on a, nous, c'est si vous avez des compétences ou des choses qui pourraient aider la communauté, n'hésitez pas à les partager. Antoine, tu parlais de Motion. Du coup, j'avais une question concernant les OKR. Est-ce que ça remplace les OKR? Non, Motion, c'est vraiment ce qui va te permettre de faire la transition entre la liste de tâches que tu as et le temps que tu as à disposition. Les OKR, c'est plus macro encore. C'est j'ai cet objectif-là, voilà comment est-ce que je sais que cet objectif est atteint. Et ces OKR, tu les décomposes en projets, en tâches, et ces tâches, tu les mets dans le temps que tu as à disposition. Donc, les OKR, c'est vraiment le macro, c'est là où tu veux aller et comment tu sais que tu as atteint la destination. Motion, c'est quels projets est-ce que j'ai qui sont liés aux OKR et comment est-ce que je les mets dans mon emploi du temps. Trouver son offre irrésistible, c'était vraiment ça qui a apporté de la plus-value et même jusqu'à maintenant, cet accompagnement m'aide encore beaucoup et ça, c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle qui du coup est extrêmement puissante. Donc c'est ce module-là. Mon message de fin, c'est déjà d'investir en soi. Moi, je sais que j'ai beaucoup investi en moi depuis 2021. Du coup, j'ai beaucoup travaillé et à l'époque, justement, j'ai travaillé sans forcément la conscience de c'est le travail en fait qui paye. Et j'ai eu très vite voulu avoir des résultats très rapidement. Et en fait, pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est travailler, investir en soi et même si on prend un accompagnement, toujours en fait continuer d'apprendre par soi-même, toujours être dans cette continuité-là de travailler. Mis à part le côté KPI et tout ce qui est donné, quels sont ou quel est exactement l'état d'esprit qui t'a permis de scaler ton entreprise et comment tu as géré justement les côtés un peu plus difficiles dans le business? Alors au niveau de l'état d'esprit, ce qui est vraiment important de base, c'est d'avoir la croyance que c'est possible de scaler. C'est un truc qui a mis du temps à se déclencher et ce qui m'a permis de me rendre compte que c'était possible, c'est que j'ai arrêté, comme disait Foudia tout à l'heure, de mettre les autres personnes sur un piédestal et je me suis rendu compte que moi aussi au final j'avais la capacité de le faire. Donc ça c'est le premier point, vraiment avoir la croyance que c'est possible de le mettre en place. Deuxièmement, j'ai beaucoup utilisé la visualisation et la prière aussi parce que je suis croyant. Voilà, je le fais quotidiennement, je visualise ce que je veux, les objectifs que je souhaite atteindre. Je ressens les émotions liées à l'atteinte de ces objectifs. Et ça, c'est pareil, je pense que ça m'a bien conditionné aussi à scaler et à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et après, en termes de mindset, je pense que l'entourage est très important parce que comme tu l'as dit, il y a des moments où c'est plus difficile
difficiles que d'autres. Il y a des moments où on a envie de lâcher un peu le pied de l'accélérateur. C'est hyper important d'avoir un conjoint ou une conjointe qui nous soutient quand on a des journées de travail qui sont difficiles, que le soir on n'a rien closé, qu'on a failli s'embrouiller avec la personne qu'on avait en visio. Avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui est là, qui nous soutient, ça fait une grosse différence. Donc voilà, c'est les 3 gros trucs que je dirais. Alors pour les personnes qui n'osent pas rejoindre un accompagnement, moi je dirais qu'on n'a rien à perdre, surtout pour les jeunes, parce que moi c'est ce que je me disais, j'ai toujours vu grand, j'ai toujours mon entourage qui me retenait, parce que comme on a tous un peu ça. Comme une phrase on entend souvent, c'est écoute ceux qui ont déjà fait ce que tu as envie de faire, quoi, tout simplement. Donc moi je dirais simplement de se lancer et être dans l'action en continu qui va faire qu'on va tomber, on va se relever, tomber, se relever, etc. Et c'est vraiment s'ajuster par rapport aux erreurs qu'on fait qui fera qu'on va évoluer tout simplement le plus rapidement, en tout cas selon moi. Et pareil, moi je trouve que j'ai rien de spécial par rapport à quelqu'un d'autre et j'ai voulu le faire. J'ai créé mon offre, certes ça a fait beaucoup d'heures, mais en même temps il faut savoir, je pense, ce qu'on veut aussi. Et une fois qu'on a fait ce tri-là, on peut se lancer à fond. Et voilà, c'est comme ça on atteint nos objectifs. Je pense que tout le monde en est capable, quoi. Moi je me suis spécialisé dans la niche du fitness sur les gens qui faisaient plus d'1m80. Okay. Et tous les gens que j'ai signés, ils faisaient moins d'1m80. J'ai une difficulté, c'est me différencier dans un marché aussi concurrentiel que le fitness. Et j'aimerais savoir si tu as des conseils pour trouver la bonne niche. Visiblement, ton client idéal est pas dans l'avatar que tu avais anticipé. Donc c'est bien de se confronter au marché et de voir si oui ou non le message que tu véhicules résonne. En l'occurrence, moi ce que je te recommanderais, c'est du coup de sonder tes clients pour voir quels étaient les points communs qu'ils avaient au niveau de leurs objectifs, de leur situation actuelle avant qu'ils te rejoignent, leurs données démographiques, et de construire un avatar 2.0 à partir de tout ça pour pouvoir ajuster ton offre, ton message marketing, ta stratégie de contenu à ce nouveau type d'avatar. Donc c'est bien, tu t'es confronté au marché, tu as quand même réussi à faire des ventes. Maintenant, il faut récupérer de la data et adapter ta stratégie en pivotant pour pouvoir avoir des bons résultats. J'ai fait du contenu qui a été très viral et je vois que j'attire beaucoup trop d'enfants, de jeunes, surtout dans la niche du fitness. C'est beaucoup de gens qui ont moins de 18 ans. C'est quoi la bonne façon? Et je vois que quand je fais du contenu de qualité, là à ce moment-là, c'est des gens un peu plus vieux, mais il y a moins d'abonnements à mon compte, il y a moins d'interactions de la part des gens que je viserais plus, quoi. Alors, c'est important d'avoir une stratégie top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Avec la stratégie top of funnel, tu vas aller chercher de nouvelles audiences, donc potentiellement qu'elles ne seront pas toujours qualifiées. Et avec le middle of funnel et bottom of funnel, tu vas plutôt avoir des contenus de haute valeur qui vont intéresser ton avatar, qui feront moins de vues, qui seront plus qualitatifs. Moi, par exemple, c'est des témoignages clients et qui te permettront de beaucoup plus convertir. Donc en fait, dans ta stratégie, il faut que tu aies les deux. C'est pas l'un ou l'autre. La viralité que tu vas avoir, même en touchant pas toujours ton avatar avec tes contenus qui feront le plus de vues, elle est complémentaire au contenu haute valeur que tu vas aussi créer. Il faut arriver à jongler entre les deux. C'est quoi tes conseils pour recruter des A-players? Pour recruter des players, c'est une bonne question. Nous, on a mis en place un process qui est extrêmement simple et que je vais vous expliquer. La première chose qu'on fait, c'est qu'on crée une fiche de poste. En fait, on met en place un avatar, comme un avatar client, mais pour la personne qu'on cherche à recruter. Donc concrètement, on va noter dedans l'expérience qu'on veut qu'elle ait, on va noter ses skills, on va noter tout un tas de choses qui correspondent à la personne parfaite qu'on souhaite avoir. Et c'est important d'être clair déjà sur ça. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire avec différentes questions. Et à la fin de ce formulaire, on va effectuer 2 exercices qui nous permettront de tester concrètement si la personne a les compétences qu'elle prétend avoir. Donc ça nous permet de faire un filtre. Derrière, on diffuse cette offre d'emploi avec la fiche de poste et le questionnaire. En l'occurrence, moi, c'est surtout sur mes réseaux sociaux, mais ça peut être, tu vois, sur, il y a plein de sites, LinkedIn, etc., où tu peux avoir des gens qui peuvent postuler. Et derrière, on a quelqu'un qui s'occupe de faire le screening, donc qui regarde les réponses, qui regarde ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats. On me fait un top 3 des meilleurs candidats et ces 3-là, on les prend en interview. Et là, on va creuser, on va essayer d'aller plus en profondeur et on choisit le meilleur. C'est pas de la magie, il faut passer le cap dans tous les cas parce que les résultats ils sont juste derrière et c'est très bien d'être accompagné sur ça justement pour prendre le recul nécessaire, comprendre qu'on a les capacités pour le faire et savoir structurer tout ça et juste se lancer, quoi. 2025, je vais viser le 1 million de chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est que des mathématiques, 300 clients à 3 000 € et le tour est joué, quoi. Ouais, j'avais une question à laquelle j'ai du mal à trouver la réponse parce que j'entends tout et son contraire. C'est qu'est-ce que tu penses du fait de créer une communauté gratuite comme School, Discord ou quoi pour rediriger vers des calls
Et il y en a qui disent que ça cannibalise un peu ton offre, d'autres qui disent que c'est bien parce que ça engage plus tes leads et donc ça te fait des appels qualifiés facilement. Et du coup, je sais pas où me situer, j'ai testé les deux et j'ai du mal à savoir si c'est vraiment utile pour les efforts que tu dois mettre en place d'avoir un School ou un Discord. Ouais, c'est vrai qu'il y a un coût d'opportunité parce que une communauté gratuite, si tu veux qu'elle fonctionne, il faut l'entretenir, il faut poster régulièrement, il faut faire des lives dedans. Donc ça peut être un moyen si tu veux créer un lead magnet, tu vois, d'avoir cette communauté gratuite que les gens peuvent rejoindre. Mais je te conseillerais de pas mettre beaucoup ton focus dessus. Sur School, l'avantage c'est que tu peux mettre en place des setters aussi qui pourraient discuter avec les gens directement. En l'occurrence, pour toi, vu au niveau auquel tu es, je pense que ça peut être pertinent de le mettre en place pour aller encore plus loin et pour justement garder tes prospects dans un endroit que tu pourrais relancer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé son product market fit, qui n'est pas encore au-delà des 5K par mois, je pense que c'est du défocus et il faut le mettre de côté. Et pourquoi tu le fais pas toi typiquement? On l'a mis en place. En fait, ce qu'on a actuellement, c'est le formulaire iClosed pour que les gens puissent réserver un rendez-vous. S'ils ne correspondent pas à nos critères de préqualification, qui répondent mal au formulaire, alors ils sont redirigés vers une communauté School où ils peuvent rejoindre et nous, ça nous permet de garder tous ces gens-là dans un endroit. Il me semble que tu voulais être pilote de chasse d'abord et que tu as arrêté ça pour te lancer à fond dans le business. Comment ça s'est passé dans ta tête, le processus de décision d'arrêter ça et de te mettre à fond Ouais, alors c'était pas évident comme période parce que j'avais 6 mois avant l'intégration en formation militaire initiale. Du coup, j'avais passé un test qui s'appelle les EOPN. C'était à Tours sur 5 jours. J'ai été retenu et pendant ces 6 mois, du coup, je me suis dit que j'allais pas rien faire. J'avais toujours eu cet objectif d'investir dans l'immobilier pour avoir des revenus passifs. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu autour d'une passion que j'avais en parallèle de l'aéronautique qui était le sport. Et de plus en plus, des gens ont commencé à me demander des conseils. Au fur et à mesure du temps, j'ai pris une formation en fait qui m'a permis de mettre en place mon business et mon offre et j'ai appris à closer comme ça et en fait au fur et à mesure des mois j'ai vu ce que je pouvais gagner potentiellement avec mon business en ligne, j'ai vu la rémunération que je pouvais avoir dans l'armée et la perspective de carrière. Faut savoir que quand on rentre dans une formation comme celle-ci à l'armée, tu dois minimum 10 ans à l'armée parce qu'en fait ils prennent en charge toute ta formation, ça coûte plusieurs millions de former un pilote de chasse et donc moi je me voyais pas forcément rester 10 ans dans ce schéma de vie là. Je préférais la liberté, le fait de pouvoir voyager, travailler d'où je veux dans le monde, tout en investissant. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. J'ai juste pesé le pour et le contre en fait des deux situations. Comment est-ce que je voyais ma vie à 10 ans et ce qui était le plus aligné avec moi, j'ai choisi de le suivre. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir des résultats parce que ma mère qui est au fond de la salle, elle travaille chez Air France. Donc elle, c'était son rêve de voir son fils devenir pilote et la chose qui lui a permis d'accepter que c'était la bonne décision pour moi, c'est aussi de lui montrer les chiffres que je faisais avec mon business et que je faisais pas ça sur un coup de tête. Mais moi je suis parti de zéro, j'avais zéro compétence, pas d'Instagram, rien du tout, peanut. Et donc je suis parti vraiment de zéro, création de contenu, créer une offre, la proposer, la délivrer, closer mes premiers appels. Enfin, vraiment, ça m'a tout appris quoi, du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est le coach one-to-one qui te suit du coup pendant les 3 mois où en gros, tu peux lui poser une question tous les jours. Donc forcément, dès que tu as une petite problématique, tu poses ta question et boum, tu as la réponse. Donc c'est ça qui fait la diff. Si moi je l'ai fait, franchement, tout le monde peut le faire. Et tu peux vraiment partir de zéro. Si tu as peur de te filmer, tu sais pas ce que c'est Instagram, tu peux le faire quand même et arriver à faire les 5000 quoi. Et deuxième petite question, tu as commencé par le fitness. Est-ce que tu crois en la saturation du marché du fitness en ce moment? Parce qu'il y a un peu tout le monde, enfin une grosse majorité en ligne qui fait ça. Et du coup, oui, ça rejoint un petit peu sa question de comment se démarquer, parce que je suis aussi dedans en ce moment. Alors non, je ne crois pas du tout que c'est un marché qui est saturé parce qu'il y a tellement de demandes. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui veulent se transformer physiquement. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui ont envie de reprendre confiance en eux pour être bien sur la plage l'été. Donc c'est un marché énorme, il y a de la place pour tout le monde. Et pour se démarquer, ce qui est important, c'est de regarder, je pense... en fait, c'est souvent une erreur de vouloir se démarquer, selon moi. En tout cas, personnellement, ce qui m'a permis de réussir relativement rapidement dans cette niche, c'est justement de m'aligner avec ce qui fonctionne. Et pas de chercher à réinventer la roue à tout prix, mais de regarder quels sont les meilleurs coachs en ligne aujourd'hui sur le marché américain, sur le marché français, quel contenu ils créent, quel message ils ont, comment est-ce qu'ils convertissent leur audience. Pas hésiter à même faire tout le chemin client en prenant un appel avec eux au bout pour voir comment est-ce qu'ils closent, quel est leur script, etc. Et vraiment s'aligner sur ce qui marche avant de chercher à itérer. Donc si aujourd'hui, tu as le sentiment que potentiellement, il y a beaucoup de concurrence dans ce marché, c'est pas forcément le cas et je te conseillerais de vraiment t'aligner sur ce qui fonctionne. Une question sur tes investissements immobiliers. Donc, il me semble que tu n'as pas encore commencé vraiment à investir dans l'immobilier. Maintenant, tu es à Dubaï, tu es résident fiscal Dubaïote. Est-ce que investir en France aujourd'hui fait partie de tes projets? Est-ce que c'est compliqué d'investir en France quand on
n'a pas de revenus en France, à quel point les banques font confiance. Est-ce que c'est pertinent pour toi aujourd'hui d'investir en France par rapport à investir à Dubaï ou dans d'autres destinations? Alors non. Non, parce que si j'achète un bien en France aujourd'hui et que je souhaite le revendre, je perdrai peut-être 50% en impôts. Alors que si je fais la même chose à Dubaï, on n'a pas autant de leviers bancaires à Dubaï malheureusement, mais il y a des plans de paiement qui sont possibles et qui sont très intéressants pour acheter seulement 20% de la valeur du bien. Si je fais la même chose à Dubaï, je récupère 100% de la revente. Donc en l'occurrence, pour moi, investir en France actuellement, ça n'a pas de sens. Je me concentre sur investissement en crypto-monnaie pour le moment et en bourse sur des ETF très diversifiés. J'ai pas encore acheté d'immobilier même à Dubaï. J'ai fait beaucoup de recherches et je pense que c'est mon avis. L'investissement qui va avoir les meilleurs rendements sur les 5 à 10 prochaines années, c'est la crypto et Bitcoin notamment. C'est le seul actif que je vois qui peut doubler, tripler, même faire x10 en valeur sur les 10 prochaines années. Et aucun bien immobilier peut faire ça aujourd'hui, donc je préfère me concentrer sur ça. Mais encore une fois, c'est juste mon opinion. Déjà de suivre ses rêves, ses envies, enfin c'est un peu bateau, cliché, mais c'est vrai. Ensuite, vraiment ne pas hésiter à investir pour gagner du temps. C'est ce que je disais, c'est en lien avec ce que je disais juste avant. On a l'impression de dépenser sur le moment, effectivement c'est une sortie d'argent, mais en fait c'est un investissement, un accélérateur de temps, un programme. C'est quelque chose que moi j'ai appris quand même, c'est pas venu comme ça naturellement d'un seul coup, mais maintenant c'est un réflexe. Je sais que si voilà ça continue de fonctionner, je prendrai un programme pour scaler. Réussir à bien gérer l'instabilité saisonnière, par exemple pendant l'été ou pendant la fin de l'année. Parce que c'est quoi ton offre? Mon offre, en fait, j'apprends les Portugais par des Français et du coup, pendant l'été, personne ne veut étudier. Ouais. Ok, c'est ça. Je comprends. Alors, il y a des business en effet dans lesquels la demande peut fluctuer au cours du temps. Moi, je l'ai vécu la première fois cette année. Pareil, pendant l'été, j'ai eu la première baisse de mon business. Comment est-ce que je l'ai géré? J'ai continué à faire comme d'habitude en fait. J'ai essayé de faire abstraction du résultat. J'ai essayé de continuer à créer le meilleur contenu possible, à apporter un maximum de valeur à mon audience. Parce qu'en fait, si on se dit inconsciemment que la demande baisse, ben malheureusement, on va avoir tendance à moins mettre d'efforts. Donc c'est vraiment important d'essayer de faire abstraction des résultats et continuer même si il y a moins de demandes. Ouais, j'ai une question par rapport à l'offre. Moi, parce que là justement, je l'ai rendu un peu plus hybride qu'au départ. Au départ, elle était très fichée. Là, je l'ai rendu plus hybride et du coup, dans ma stratégie de contenu, vu qu'il est un peu plus hybride et que je m'adapte un peu plus justement à la personne que j'ai en face en adapte le closing, si par exemple je sens qu'elle peut avoir besoin de done for you, je vais lui proposer du done for you. Mais ce qui fait que moi du coup dans ma stratégie de contenu où je transmets de la valeur, j'ai un peu plus de difficulté à bien cibler mon message, quel ciblage je vais donner. D'accord. Rappelle-moi l'offre que tu as. Au départ, c'était une offre un petit peu similaire à la tienne, avec une niche, tu la connais. Et après, je suis parti sur les thérapeutes pour un peu plus cibler, pour un segment de marché plus restreint, et pouvoir leur parler plus à eux qui sont au cabinet, qui sont dans ma situation, quoi, je voulais pas de cabinet. Et du coup, en fait, là où c'est un petit peu hybride, c'est que dans certains contenus, je dis, voilà, si tu veux développer ton cabinet, développe ta fiche Google My Business. Dans d'autres, je vais dire, oui, le mieux c'est quand même, tu vois, et du coup, le message, il est pas hyper ciblé sur une offre. Principalement oui quand même, mais j'ai tendance à être un peu confus dans ma stratégie de contenu maintenant, avec justement l'offre hybride, qui s'adapte justement au prospect que j'ai en face, alors qu'avant c'était plus clair. La meilleure donnée que tu peux récolter, c'est les appels de closing que tu vas avoir. Et en fonction de ce que tes prospects vont te dire au niveau de leurs objectifs, de leurs besoins, de leurs problématiques, reprendre ça dans tes contenus et adapter ton offre à ce dont ils ont besoin. Parce que là, si je comprends bien, aujourd'hui, tu as changé de stratégie. Avant, tu avais une offre vraiment standardisée pour tout le monde. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu essaies d'imbriquer les besoins de tes clients dans cette offre-là. Oui. Mais si tu prends au fur et à mesure du temps beaucoup de clients, tu vas reconnaître des patterns qui seront similaires dans leurs désirs. Et donc, tu pourras standardiser ton offre et derrière adapter ton message. D'accord. Ok, merci.